C'est très classique et très connu dans le business. Pourquoi des petites boîtes avec quelques personnes arrivent à détruire des boîtes gigantesques d'avant, quoi. On recrute trop parce qu'on a beaucoup d'argent. Faut trouver des choses à faire aux gens. Les gens bossent pas tous sur les trucs intéressants. Ils sont pas ultra motivés, ils sont pas ultra engagés. Et puis après, tu vois, t'as des technologies de rupture comme l'IA qui changent complètement la façon de travailler dans certaines industries. C'est très compliqué quand t'as un business model d'aller explorer ces univers-là parce que ça change complètement le modèle. En fait, ce que je trouve particulièrement frustrant, si tu réfléchis vraiment à comment les gens fonctionnent et comment les gens travaillent, c'est qu'on perd énormément de temps à refaire des choses qu'on a déjà faites. Et ça, en fait, personne n'a envie de faire ça. Si tu regardes très concrètement, à part quelques boîtes où tu as des geeks ou des gens qui sont vraiment des geeks de l'automatisation, dans la plupart des boîtes, le nombre de workflows, le pourcentage de workflows qui sont automatisés, c'est quelques pourcents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces systèmes-là sont bêtes. C'est un truc où finalement, si tu prends par exemple un Zapier, tu dois définir un workflow par une suite d'actions logiques et de connecteurs. Donc en fait, personne fait ça. Par contre, ce qui est naturel, c'est de dire, tu sais ce que tu fais. Et nous, on pense que quand on arrive à ce niveau-là, tu as énormément des tâches d'une entreprise qui partent. Sam Altman, il disait qu'il avait un groupe WhatsApp avec des potes CEO aussi, et il faisait des paris sur la date à partir de laquelle on commencerait à avoir des licornes à un employé. Toi, c'est quoi ton bet là-dessus ? Bon, Hugo, toi, tu te présentes comment du coup ? Écoute, je me présente comme un entrepreneur technologique. J'ai montré une première société qui s'appelle Dream, qui était une société dans le domaine des neurosciences et du sommeil. Et là, maintenant, je monte une boîte dans l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai fait que ça. J'ai pas travaillé ailleurs. J'ai monté ma première boîte en sortie d'école. Là, j'en suis à ma deuxième. Je fais aussi un peu d'investissement en tant que business angel. Et je suis extrêmement intéressé et fasciné par les sujets technologiques et essayer de faire un leader mondial aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, en particulier l'IA agentique. Et dans cette IA agentique, nous, ce sur quoi on se concentre, c'est de développer une IA qui est capable de contrôler un navigateur et un ordinateur de manière autonome comme un humain, ce qui ouvre plein d'applications hyper intéressantes dans l'automatisation, notamment des tâches professionnelles. Ouais. Twin, du coup, c'est ça ? Twin. Pourquoi Twin ? Alors Twin au début, parce que l'idée initiale, avant d'arriver sur ça, dans l'idée, c'était de se dire, en fait, on va enregistrer tout ce qu'on fait sur notre ordinateur pour être capable de se dupliquer nous-mêmes. En se disant, est-ce qu'on est capable d'avoir un système qui ressemble à peu près à qui on est en enregistrant toute notre activité sur un navigateur ou sur notre ordinateur. Et finalement, c'était pas très bon. Mais l'idée de Twin, du coup, on l'a gardée parce qu'en fait, dans l'idée, en fait, dans la vision de l'intelligence artificielle que nous, on développe, c'est une grosse partie, c'est d'apprendre de ce que les gens font en termes de tâches. Quand tu réfléchis à ce qu'on fait, nous, comment on travaille, on passe notre temps à ouvrir des pages de navigateur, à ouvrir des applications, à cliquer sur des boutons. Et quand tu réfléchis à vraiment professionnellement ce qu'on fait, c'est un enchaînement de workflows et d'actions sur un ordinateur. Et en fait, l'idée qu'on a eue au début de Twin, c'est de nous dire, notamment l'idée est venue quand il y a eu les premiers modèles multimodaux de vision qui sont arrivés, notamment d'OpenAI, et on avait vu des démos hyper intéressantes où des gens donnaient des screenshots d'une interface graphique et que le système était capable de la coder. Et là, on s'est dit, OK, en fait, le système est capable de reconnaître visuellement et de comprendre via le visuel les fonctionnalités d'un produit. Et on s'est dit, si le système arrive à faire ça plus ou moins bien et qu'on arrive à l'améliorer, et ben en fait, on serait capable, du coup, en enregistrant des séquences d'actions, en regardant les gens faire, de répliquer ce qu'ils font. Parce que ce qu'on s'est rendu compte assez vite, donc c'était il y a 1 an et demi, quand on utilisait les premières versions de ChatGPT, c'était des systèmes, on va dire, extrêmement intelligents, avec beaucoup de knowledge, mais qui étaient des systèmes de chatbot de questions-réponses. On pose une question, il donne une réponse. Et en fait, c'est sympa, mais c'est assez frustrant dans la mesure où ce que tu aimerais pouvoir faire, c'est lui dire « Ok, je suis d'accord avec ce que tu dis, fais-le ». Et en fait, le « fais-le », c'est un problème technique qui est extrêmement difficile parce que tu as besoin d'avoir un système qui a tout le contexte de toutes tes applications et qui est capable de s'en servir. Et mine de rien, quand on se sert, par exemple, je sais pas, d'un navigateur pour aller booker un billet d'avion, ou qu'on sert d'un CRM, ou qu'on sert de CRISP, ou peu importe, mine de rien, il y a plein de micro-décisions qu'on prend, nous, en tant qu'humains, de décisions sur voilà ce que je vois, qu'est-ce que je fais, il y a un pop-up qui apparaît, en fait, je suis dans la mauvaise direction, je dois repartir en arrière, qui est finalement en fait assez difficile à résoudre. Et donc on s'est intéressé beaucoup à ce sujet-là parce qu'on a vu l'opportunité de, une fois qu'on a des IA qui sont capables de se servir de n'importe quelle application ou de n'importe quel site, et ben à ce moment-là, tu n'es qu'à un prompt d'avoir un système qui est capable d'exécuter des choses pour toi. Ok. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe ? Là, on est 10. Ça fait 1 an et demi, du coup, tu disais. Ça fait... on a vraiment commencé avec l'équipe il y a 1 an. Ouais. Et on a eu 6 mois, on va dire, d'exploration avec mon cofondateur, et là, on est une dizaine. Ok. C'est quoi le premier profil que vous avez ? Vous êtes 2, du coup, à avoir cofondé le... Ouais. Il y a moi, mon associé Joe, qui est cofondateur et CTO, qui lui a un profil hyper intéressant, qui a fait des études de droit au Brésil,
qui a droppé, donc qui a un fameux drop-out pour monter un fonds de trading algorithmique. Après, il a bossé dans une boîte qui s'appelle Zama, qui est montée par un copain à moi, Randindi. C'était l'un des premiers ingénieurs là-bas. Après, il a monté une boîte d'IA qui s'est fait racheter et on s'est rencontrés d'ailleurs par le biais de Rand. Et on a flashé l'un sur l'autre et puis on a décidé de monter la boîte ensemble. Et voilà, et le premier profil qu'on a recruté, c'est Alexandre. On n'a que des profils d'ingénieurs. Donc nous, on n'entraîne pas des modèles from scratch. Donc nous, on ne recrute pas, on va dire, des research scientists, donc des gens que notamment tu vas voir beaucoup dans les laboratoires comme Mistral, OpenAI ou Anthropic, qui sont dédiés à entraîner des modèles from scratch, à générer les données, etc. Nous, on utilise des modèles existants. Mais par contre, on a beaucoup de sujets technologiques autour de ça. Notamment, une fois que tu utilises des modèles existants, après, tu vas venir les améliorer pour tes applications, notamment le fait de reconnaître des interfaces. Donc, il faut savoir générer la bonne donnée, il faut savoir l'évaluer. Donc, il y a des annotateurs humains qui vont venir évaluer la donnée, il y a des agents qui vont venir évaluer la donnée, et tout ça, ça nous permet, on va dire, d'améliorer les modèles. Et puis après, il y a toute la couche technologique et toute l'infrastructure qu'on propose, parce que quand tu cliques sur un bouton pour Twin et que tu t'envoies une requête de « fais cette tâche-là », en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre un navigateur dans le cloud et on va venir le contrôler. Et du coup, ce navigateur doit avoir des propriétés spécifiques parce qu'il va utiliser en fait des screenshots et des captures d'écran. Il va utiliser le code HTML de la page pour prendre des décisions, pour donner à l'IA l'information pour qu'elle prenne des décisions sur quoi faire. Et donc, en fait, on a une version un peu transformée de Chromium, qui est, on va dire, le protocole qui est en dessous de Chrome. On allait assez en profondeur dans le navigateur pour avoir quelque chose qui est hyper rapide, très low latency, et puis après toute l'infrastructure qui va autour. Donc voilà, donc nous on a des profils d'ingénieurs ou de research engineers, voilà, et on a que ça quoi. Ok. Donc, à ce stade, c'est. Tu me disais que l'objectif c'était de clairement de concurrencer des leaders mondiaux. Ouais. Et vous êtes 10. Ouais. Tu m'as aussi dit qu'aujourd'hui vous avez un modèle qui était à peu près similaire en termes de capacité. Ouais. Déjà, on va commencer par la partie équipe. Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu recherches chez les personnes que tu recrutes pour vraiment avoir des personnes qui sont très efficaces quoi. Alors c'est très difficile, hein, honnêtement c'est très très difficile, c'est-à-dire que pour la dizaine de personnes qu'on a, on a dû rencontrer 600-700 personnes. Donc c'est vraiment beaucoup de temps passé là-dessus. Et on a à plusieurs reprises décidé de ne pas prendre certains profils qui, sur le papier, étaient vraiment très, très bons, et parce qu'on sentait qu'avec mon associé, ce n'était pas suffisant. Et donc, évidemment, il nous faut des gens très intelligents et qui ont, on va dire, un vrai knowledge technique. Mais surtout, je pense que la caractéristique qu'on cherche, c'est des gens qui sont fondamentalement passionnés d'un point de vue technique. Donc, c'est des gens qui ouvrent des ordinateurs depuis qu'ils ont 8 ans, qui codent depuis qu'ils ont 10, qui codent le soir pour s'amuser quand ils ont fini, ou le week-end, et des gens qui sont entrepreneuriaux. Donc des gens qui ont vraiment quelque chose à prouver, qui ont envie de faire quelque chose d'original. Il faut vraiment un mindset spécifique pour faire ce qu'on fait, c'est-à-dire partir sur un sujet aussi complexe techniquement avec aussi peu de ressources. Il faut croire en soi, mais aussi il faut avoir envie de faire des choses un peu folles. Et ça, ce mindset-là, il est très difficile à trouver en réalité. Et puis ce qu'on aime bien dire, nous, en interne, c'est qu'on aime bien recruter des gens bizarres. On se considère comme bizarres aussi, c'est-à-dire des gens qui ont des hobbies un peu étranges. Enfin, si tu rentres chez Twin et puis que tu parles aux gens, tu verras que c'est pas des gens, on va dire, classiques. Il y a des hobbies communs ou c'est vraiment des gens qui ont des profils très différents? Je dirais qu'on est tous passionnés d'informatique. Ouais. Ça, c'est un point commun. On est tous passionnés par l'IA, mais chacun a ses hobbies un peu bizarres. Il y en a un qui se reconnaîtra sans doute, qui, on va dire, ouvre et puis reconstruit des ordinateurs des années 80-90. T'en as d'autres qui fait des collections de casque audio pour essayer de déterminer, on va dire, la différence dans les écoutes, ou qui compose aussi un peu de musique. Enfin, t'as des hobbies un peu originaux. Ils vont assez deep sur chacun de ces sujets-là, et c'est important. Je dirais, on a vraiment le plus important pour répondre à ta question, c'est d'avoir un peu un alignement sur la vibe quoi, des gens. On est des gens très différents. Je suis très différent de mon associé, mais je pense qu'on a un peu tous cette culture de la start-up technologique, mais vraiment technologique, que tu peux avoir un peu dans la Silicon Valley, des gens qui sont fondamentalement passionnés par ces sujets-là et qui essaient de faire des choses nouvelles. Et tu vois, dans ma boîte, on est finalement très peu de Français, quoi. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a peut-être 2 personnes, et après les autres sont soit, tu vois, tu as un Italien, mon associé, il est brésilien, tu as un Russe, on a beaucoup de nationalités différentes. Et je pense que ça, c'est un signal. Ouais. C'est intéressant parce que tu m'avais dit que tu étais un peu anti-remote. Ouais. Ah, ils sont en France. Hein. Ils sont en France. Ouais, ils sont à Paris. Donc, vous faites venir les gens ou comment ça se passe? Non, c'est des gens qui étaient soit déjà venus là, pour la plupart du temps. T'en as qui sont
en remote, mais qui viennent au bureau peut-être une fois toutes les 2 semaines minimum. Malheureusement, le problème, c'est que si tu interdis complètement le remote, tu te fermes l'opportunité de recruter des gens très bons. Donc, on est OK si les gens sont vraiment très bons, qu'ils soient en remote ou en hybride. En tout cas, ils viennent au bureau au moins une fois toutes les 2 semaines, pendant quelques jours. J'ai un peu du mal à croire au full remote. Pourquoi ? Je sais pas, je pense qu'il se passe quelque chose quand tu as, 10 personnes smart dans une même pièce qui essayent de résoudre des problèmes difficiles. Il se passe quelque chose quand tu es en physique que tu as du mal à avoir quand tu es à distance. Une énergie, puis on va dire des idées qui arrivent qui ne sont pas les mêmes. Donc, mais c'est que tu as été déçu du remote dans, je sais pas, par exemple chez Dream ou dans... Donc Dream, on n'est pas de remote. En fait, c'est pas que j'étais déçu du remote, mais c'est qu'on en a fait un peu au début et en fait, j'aime pas du tout ça. Mon associé, ça va, mais ouais. Je trouve que c'est pas... Enfin, en tout cas, j'ai vu la différence. Tu vois, par exemple, on fait des sprint week quand on a on va dire des deadlines importantes à sortir, où tout le monde doit être dans le bureau. Généralement, on commence assez tôt, on finit assez tard, et on fait ça toute la semaine avec un objectif important. Bah, tu vois ce qu'on sort pendant cette semaine-là. Alors, je pense pas qu'on puisse le faire tout le temps, parce que les gens seraient un peu fatigués, mais le fait d'être dans la même pièce, la communication passe bien. Il y a une énergie différente. Ok. Tu m'avais aussi dit que vous faisiez aussi appel à des freelances de temps en temps sur certaines missions, et que vous aviez bossé avec des freelances, je sais pas si on peut le mentionner, mais de la big tech. Et moi, je me posais justement la question de est-ce que ces boîtes de la big tech qui ont des personnes de leur équipe qui font du freelancing à côté, elles prennent pas du retard, tu vois, sur l'IA Ouais, bah, honnêtement, enfin, moi, j'ai vu des personnes qui ont 3 missions de freelance en plus d'être embauchées chez Google. Ouais. Et donc, en fait, elle bosse pas chez Google, et la personne me dit, non, la personne me dit, si, je bosse chez Google, mais je bosse 3 heures, 4 heures par jour, je fais mon taf, et après, je passe à mes missions de freelance. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est-à-dire que, en fait, pendant le processus de levée de fonds de Twin, beaucoup des investisseurs qui comprenaient pas forcément ce qu'on faisait au début, en gros, me demandaient, ou en tout cas me faisaient comprendre qu'on avait besoin d'avoir des gens de chez DeepMind pour faire ce qu'on voulait faire. Et j'ai rencontré beaucoup de gens de DeepMind. Et il y a des gens, il y a quelques-uns qui sont très brillants. Ouais. Et en fait, la plupart sont des gens qui sont très payés, qui bossent pas beaucoup. Et là, parce que j'en connais quand même plutôt pas mal assez bien, je dis pas que c'est tout le monde, hein, il y a des exceptions. Et je dirais que la plupart de ceux que j'ai pu rencontrer ou interviewer, je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a un souci. Et c'est là où des startups comme nous ont une vraie opportunité à jouer. Ouais. C'est-à-dire que nous, on bosse de 7h à 23h, minuit, tous les jours, le week-end compris. Et on prend des décisions extrêmement simplement. On est capable de remettre à plat toute notre code base parce qu'on considère qu'on va gagner en performance, alors que c'est un truc qui est hyper risqué, qui serait impossible à faire. Et d'ailleurs, on faisait un test aujourd'hui, OpenAI Operator, qui est un peu on va dire le pendant de ce qu'on fait chez OpenAI. Et nous, on va dire la rapidité d'exécution du browser, du navigateur, parce qu'il y a des sujets d'infrastructure qui sont importants. On est 4 à 5 fois plus rapide. Et eux ont 170 personnes dans l'équipe. Alors, je pense que les gens, pour le coup, le produit Operator d'OpenAI est vraiment très bon. Je pense d'un point de vue modèle, ils ont fait un super boulot. Mais il y a clairement un sujet sur la productivité, moi, de ce que j'ai vu dans ces boîtes-là. Mais il faut faire quoi, du coup ? Il faut interdire à ces personnes-là de faire du freelancing ou Non, je pense qu'ils ont, en fait, ils arrivent quand même à faire des choses. C'est-à-dire qu'ils ont tellement, en fait, on va dire, ils ont du capital illimité que finalement, que les gens bossent pas trop, ils arrivent quand même à avoir des gens qui sont assez smart. Et ben, ils arrivent quand même à sortir des trucs. Enfin, je veux dire, si t'as une équipe de 100 de gars bien payés, assez smart, et que t'es plutôt bien organisé, t'arriveras quand même à shipper quelque chose. Ouais. Maintenant, t'arriveras probablement pas à refaire ce que, par exemple, OpenAI a fait au début. Et la contrainte de capital, de temps, de ressources, c'est la meilleure façon d'innover. Et ça, je veux dire, ça, c'est pas nouveau. Hein. On va dire, c'est très classique et très connu dans le business. Hein. Pourquoi des petites boîtes avec quelques personnes arrivent à détruire des boîtes gigantesques d'avant, quoi. Ça vient de là. C'est qu'on recrute trop, parce qu'on a beaucoup d'argent. Il faut trouver des choses à faire aux gens. Les gens bossent pas tous sur les trucs intéressants. Ils sont pas ultra motivés, ils sont pas ultra engagés. C'est ni bien pour les gens, ni bien pour les boîtes. Et à la fin, en fait, tu te retrouves les gens qui sont on top, qui prennent des décisions, ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Il n'y a pas du tout d'informations qui flottent. Donc, ça veut dire que tu prends des mauvaises décisions. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des gens qui peuvent être très bons dans l'organisation, qui vont pas être capables de remonter au decision maker et qui, du coup, peut-être vont sentir que quelque chose se passe, mais la boîte va être incapable de détecter le truc et de le faire. Et puis après, voilà, si tu adresses, par exemple, tu vois, as des technologies de rupture comme l'IA qui changent complètement la façon de travailler dans certaines industries, c'est très compliqué quand tu as
un business model, une structure, d'aller explorer ces univers-là parce que ça change complètement le modèle. Et faire les deux, d'une part, ça nécessite une gymnastique intellectuelle difficile, mais quand bien même tu serais capable, ça veut dire que ton organisation, tu vas la charcuter complètement, quoi. Donc c'est là où le jeu des startups marche très très bien depuis plusieurs décennies. C'est parce que justement, on arrive à créer des choses from scratch avec très peu de moyens. Ouais. Et à partir de quand vous faites appel à des freelances ? Sur quelle mission vous... Alors des freelances, en fait, on a des freelances, on a quelques freelances, mais c'est plutôt des gens qui sont full time et qui pour, on va dire des, parce qu'ils veulent, en gros, ils ont un projet entrepreneurial à côté ou ils ont envie de faire des choses à côté, sont sur un format de freelance. C'est très très difficile de trouver, je trouve, des freelances de bonne qualité d'un point de vue de développement. Donc on en a 2-3 qui ont pu bosser à certains moments, mais c'est surtout des gens que je connaissais avant en fait, et qui viennent nous filer un coup de main parce qu'on a des besoins spécifiques à certains moments. Mais ouais, on préfère recruter. Après, t'as quand même un sujet en France, c'est que recruter quelqu'un, ça peut te mettre 3 mois. Parce que tu as les périodes, les notice périodes, je ne sais plus comment ça s'appelle, les périodes, les préavis. Les préavis. Ah, préavis, ok. Les préavis où, en fait, si la personne, une personne qui est bonne est en place dans une société, et si elle veut rejoindre ta boîte, elle doit poser sa démission, et donc attendre 3 mois pour pouvoir rejoindre ta boîte. Enfin, je ne sais pas si tu imagines dans une start-up, un besoin, mais dans 3 mois, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Je ne sais même pas si on aura encore besoin de ce truc-là spécifique. Et ça, c'est un vrai problème. Et pareil, si tu veux te séparer de quelqu'un, tu dois attendre 3 mois. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est ça aussi qui force à prendre parfois d'essayer de trouver des freelances ou des gens qui peuvent bosser du jour au lendemain, parce qu'en fait, voilà, on a des choses à faire, on doit avancer vite, quoi. Ok. Vous utilisez du coup Twin, chez Twin? Ouais, alors nous, en fait, on l'utilise beaucoup déjà pour, on va dire, la QA, en tout cas pour le testing, et puis pour faire des choses avec. Ouais. On était dans une phase pendant 9-10 mois de R&D, vraiment, de réussir à le faire fonctionner. Tu vois, donc, on est parti d'un système qui... Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu envoies un prompt en disant d'effectuer une tâche, on ouvre un navigateur dans le cloud, et tu as l'IA qui utilise les screenshots et le code pour prendre des décisions et savoir quoi faire à la prochaine étape. Je suis sur la page d'accueil de LinkedIn, je vais taper ton nom dans la barre de recherche, je vais cliquer sur le profil pour aller voir ce que tu fais et pour t'envoyer un message en fonction de ce que j'ai vu, etc. Et donc, au tout début, avec le premier système qu'on avait, on prenait à peu près 40 à 50 secondes par décision. Sur notre toute première version. 40 à 50 secondes par décision. C'est-à-dire que le temps... Parce qu'en fait, on récupérait beaucoup d'informations, beaucoup de tokens, on faisait fonctionner ça sur des modèles qui étaient assez lents. On avait des latences, parce que en fait, tu dois ouvrir des navigateurs dans le cloud, on devait utiliser des proxys. Et tout ça faisait un système très très lent, donc pas du tout utilisable. Et puis au fil des mois, on a vraiment droppé ça significativement. Pareil, le coût était cher. Ça devait être 1 euro par étape. Enfin, je ne sais pas si tu imagines. En coût d'infrastructure, c'est énorme. C'est pas rentable, quoi. C'est pas du tout rentable. Et donc, on est passé de ça à peu près... là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est de l'ordre de 4 secondes par étape. Mais 4 secondes, ça inclut le chargement de la page. Sachant que le charger une page, ça peut prendre 1 seconde, 1 seconde et demie. Ouais. Et on est passé à peu près à, je dirais, 4 centimes, 3 centimes par étape. Et ça va encore diminuer. Donc, on a eu vraiment une amélioration très, très significative. En même pas assez un rapide. an, du coup. Même pas un an, ouais. Je dirais que ça a été fait en 4-5 mois. Parce qu'on a changé, en fait, de stratégie, de paradigme technique. On utilisait du code, on utilise moins de code, plus de la vision. On a beaucoup bénéficié aussi des modèles open source qui sont sortis. Pareil, ça, c'était un peu un pari initial. C'était de nous dire... donc, les investisseurs nous challengeaient beaucoup sur Twin en nous disant, bon, bah, déjà, il y a les gros qui vont le faire, mais surtout, il va y avoir des boîtes qui entraînent des modèles from scratch. Et nous, on s'est dit, en fait, que les modèles open source allaient allaient rattraper, être aussi bons que les modèles closed source. Et donc, si ton modèle open source, nous, on le prend et on peut maîtriser nous-mêmes le modèle et rajouter des données qui manquent pour qu'il soit bon. Ouais. Et ça a vachement payé parce ça que du coup, du temps en plus. Et de l'argent. C'est-à-dire que tu vois, entraîner un modèle, ça coûte 100 millions, quoi. C'est-à-dire quand tu l'as mis, puis il est plus bon dans 6 mois. Donc, nous, en attendant, on prend un modèle, on a peut-être 1 mois de retard, 2 mois de retard, 3 mois de retard. Boum, on le fine-tune, on se concentre juste sur les parties qui comptent, c'est-à-dire la génération de la donnée qui l'améliore et l'infrastructure. Donc, ça a mis du temps pour le faire fonctionner. Donc là, on commence à le faire fonctionner. Là, on bosse sur un assez gros deal avec un client pour intégrer. Donc, nous, on a un modèle pour l'instant de embed. Donc, ça veut dire qu'en fait, on propose une infrastructure à des boîtes technologiques qui veulent créer des produits. Parce que notre thèse, c'est de nous dire en fait que toutes les boîtes de la tech qui font du software vont avoir envie de faire des agents dans leurs produits et que notre catégorie d'agents
qui savent contrôler des navigateurs ou des ordinateurs permettent d'effectuer plein de tâches et qui ont plein de valeur. Et donc, au lieu de faire un produit, end-user facing, donc toi, tu pourrais te servir pour optimiser ton temps ou automatiser des tâches, finalement, on va proposer à des boîtes qui font du productivity software le stack qui va leur permettre de l'intégrer dans leur produit. Et ce qui nous permet, en fait, avec peu de moyens et une petite équipe, d'aller chercher le maximum de distribution et de scale possible sur une technologie qui est encore pas complètement mature. Donc ça, c'est un peu notre stratégie. Et donc là, on est très, très concentré sur deux gros clients, puis on a une dizaine derrière avec lesquels on travaille aussi, et on devrait l'annoncer prochainement. Ok, très cool. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Crisp est une plateforme française permettant aux entreprises de créer des liens de proximité avec leurs clients. Grâce à une suite d'outils rendant les équipes plus productives et les clients plus heureux, le logiciel facilite ainsi la gestion de la relation client. Crisp vous assure donc que chaque client ou prospect se sente entendu et aidé en un rien de temps, à n'importe quelle heure et sur tous vos canaux de communication. Et voici ce qui rend Crisp vraiment différent. Une bombe de valeur pour toutes les entreprises, qu'elles se lancent ou qu'elles soient déjà établies, grâce à des tarifs adaptés à tous les besoins, un niveau de personnalisation hyper poussé pour tous les secteurs d'activité, des modèles d'intelligence artificielle sur mesure et un support client en français avec une réactivité de folie. Alors si vous souhaitez transformer votre expérience client pour en faire un avantage concurrentiel, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Et alors du coup, c'est quoi les... Je sais pas, il y a des... C'est quoi les process chez Twin qui font que il y a pas, je sais pas, je vais pas te demander de me faire le top 5 des automatisations que vous utilisez en interne. C'est quoi les trucs vraiment dont tu es fier, que tu as mis en place et qui vous font gagner énormément de temps, tu vois? Alors, je dirais qu'on n'est pas encore ultra avancé sur l'automatisation. Alors, un truc qui nous fait gagner beaucoup de temps quand même, c'est les AI Coding Copilot, Cursor par exemple, qu'on utilise tous et qui fait gagner quand même énormément de temps. On va en tester d'autres, comme Devin par exemple. Tous les développeurs ont un accès à ça. Tu vois, ChatGPT au 3 mini sur beaucoup de tâches de développement. Ça marche extrêmement bien. Et en fait, je dirais que notre plus grosse productivité, c'est de ne pas perdre de temps. Pas perdre de temps. Je dirais que c'est ce qu'on fait le mieux. Alors déjà, entre nous, c'était assez chaotique. C'est-à-dire qu'on avait une première façon de s'organiser, puis en fait, ça ne marchait pas. Donc on a mis en fait beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. On a des gens qui sont des couteaux suisses. Donc c'est des ingénieurs qui sont capables de faire à peu près tout. 2, les decision makers à ce stade, c'est Joao et moi, et on est au courant d'absolument tout ce qui se passe. On est capable de prendre des décisions très vite, plutôt bien informés. Donc il n'y a pas d'attente, quoi, ça va vite. On a un système qui est très horizontal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de management à ce stade. On est petit, donc ça veut dire qu'en fait chacun collabore, fait sa partie, et puis on a une communication qui marche très très bien. C'est-à-dire que tu vois, on a un linéaire hyper bien organisé avec ce sur quoi chacun travaille, voir le statut de chacun. On a tout un process sur savoir, tu vois, sur la QA, qui teste quoi quand est-ce que c'est prêt, quand est-ce que c'est pas prêt. Et ça nous a mis quand même... Et on n'est encore pas assez bon, je trouve, et on va continuer. Mais ça, c'est beaucoup aussi sur l'attitude des gens. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut des gens autonomes qui sont capables de voir la big picture et de comprendre, on va dire, tout le stack technique sur lequel ils bossent. Et en même temps... Voilà, qui vont être capables de tester eux-mêmes, qui vont être capables de prendre des décisions ensemble et prendre des décisions jusqu'où rapides. vous laissez ces personnes prendre des décisions, justement? À ce stade, c'est un peu difficile. Je dirais que ça dépend du niveau de décision. On essaye un maximum, mais c'est vrai que là, surtout dans les dernières semaines, ça a été assez vertical dans la mesure où on devait avancer vite sur un projet d'ampleur. Enfin, on a reconstruit une grosse partie de notre code base from scratch. Pour avoir beaucoup plus de performance, et ça a fonctionné. Donc c'est pour ça que j'ai un peu l'air fatigué, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé, mais là on a atteint des niveaux vraiment exceptionnels. Comme je te disais, là on a testé Operator et on est juste 5 fois plus rapide, quoi. Si tu compares le navigateur d'Operator et le nôtre, on est 5 fois plus rapide, donc ça c'était plutôt cool. Et donc là on a été obligé d'être assez verticaux dans la mesure où ça va tellement vite, on fait tellement de choses que Joao et moi, on est probablement les 2 seules personnes à savoir dans le détail tout ce qui se passe à chaque instant. Et que du coup, pour pas perdre le temps, on est obligé parfois de prendre des décisions assez rapides et d'être assez impliqué. Après, les gens sont très autonomes. Ils viennent beaucoup avec eux les idées. Ouais. Et après, on fait un go-no-go, un decision-making très rapide. On fait ça pendant les stand-up tous les jours.
Et après, on a toutes les 2 semaines, on passe en revue le linéaire. Voilà ce qu'on devait faire, voilà ce qu'on a fait. Les gens font des démos de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit. Et on rediscute des priorités pour les 2 prochaines semaines. Donc ça reste quand même assez commando dans l'organisation parce qu'on est petit et qu'on doit juste là aller très très vite. Ouais. Il y a une des phrases que vous dites que je trouve qui est hyper forte. C'est never do the same thing twice. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Et c'est un truc que vous appliquez du coup en interne. Ouais, et ça, alors ça vient de... Parce que je réfléchissais un peu justement à la marque, et quelle est notre tagline, et pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, je pense d'un point de vue business, c'est à peu près clair. Tu vois, si tu automatises 80%, 90% de ce que les gens font dans l'entreprise, bah, tu vas aller plus vite, tu vas avoir moins de personnes, tu vas faire plus d'argent pour moins de coûts, donc ça, c'est obvious. Mais la question, c'est fondamentalement au niveau de la personne, de l'individu, en quoi c'est bien. Et tu as beaucoup de doomerism sur l'AI va m'écraser, va me remplacer, je vais perdre mon travail à cause de l'AI. Et en fait, moi, je voulais on va dire une vision différente de ça. Et en fait, ce que je trouve particulièrement frustrant, si tu réfléchis vraiment à comment les gens fonctionnent et comment les gens travaillent, c'est qu'on perd énormément de temps à refaire des choses qu'on a déjà faites. Et ça, en fait, personne n'a envie de faire ça. Parce que tu n'apprends rien, et c'est quelque chose qui devrait logiquement ne plus exister. Et c'est juste que... Donc, tu vois, je sais pas, tu fais de la prospection, tu fais du marketing, même du dev. Du dev, le nombre de temps que tu peux perdre à rebrancher les trucs que tu as déjà rebranchés, enfin, tu vois, de la perte de temps. C'est toujours un truc qui m'a agacé, c'est perdre mon temps. Et donc, c'est assez aligné, parce que ça manière dont on veut s'organiser, nous, en interne, c'est notre, on va dire, notre vision pour le monde. Tu vois, si on se dit, est-ce que le monde va être meilleur si Twin fonctionne bien, je pense que c'est ça le plus grand truc. C'est d'imaginer une vie beaucoup plus créative pour tout le monde, où en fait, tu tackles des sujets nouveaux et tu n'es plus dans le micro-management de ton ordinateur, ou la micro-exécution de tâches répétitives. Et ça, mine de rien, tu avais, on va dire, tout l'automation software, API-based comme Zapier, RPA comme UiPath, qui promettait la fully automated enterprise. Si tu regardes très concrètement, à part quelques boîtes où tu as des geeks ou des gens qui sont vraiment des geeks de l'automatisation, c'est pas le cas. Dans la plupart des boîtes, le nombre de workflows, le pourcentage de workflows qui sont automatisés, c'est quelques pourcents. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces systèmes-là sont bêtes. C'est rigide. C'est un truc où finalement, si tu prends par exemple un Zapier, tu dois définir un workflow par une suite d'actions logiques et de connecteurs. Alors déjà, tu as un premier problème, c'est que tu es dépendant de ce que les API, des API disponibles et des endpoints qui sont disponibles, tu vois. Donc, tu n'as pas toutes les fonctionnalités que toi, tu utilises en tant qu'utilisateur. Si tu prends l'API même d'un software moderne et puis que tu regardes ce que toi, tu peux faire, tu as probablement un rapport de 1 à 10. Donc déjà, tu es bloqué par qu'est-ce que l'API me permet de faire. Et après, tu crées ton automatisation en fonction de comment l'API fonctionne. Donc, en fait, personne ne fait ça. Ouais. Je veux dire, c'est pas du tout naturel de se dire pour automatiser ce truc-là. Par contre, ce qui est naturel, c'est de dire tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu le fais. Donc, tu pourrais montrer à un stagiaire, imagine un stagiaire, tu lui dis, mais regarde, fais ce truc-là. Tu lui donnes pas forcément toutes les informations, tu donnes les plus importantes. Puis tu lui dis, montre-moi une fois ou deux, et puis je te dirai si tu as bien fait, et puis je te donnerai des consignes pour te corriger. C'est ça le truc naturel. Et nous, on pense que quand on arrive à ce niveau-là, tu as énormément des tâches d'une entreprise qui partent. Réfléchis, tout le temps que les gens partent en reporting, à traiter de la data, à passer des copier-coller, à passer d'un Excel à l'autre, à reformater le truc, à retrouver le document qu'ils avaient perdu. Donc maintenant, imagine que possiblement, tout ça est éliminé, comment ça change complètement la vie des boîtes et la vie des gens. Et je ne parle pas d'avoir une intelligence super poussée qui va être plus intelligent que le meilleur des humains. Je ne parle même pas de ça, je parle vraiment de trucs basiques. Ouais. Et nous, c'est là-dessus qu'on veut se mettre. Donc c'est là où tu avais beaucoup de laboratoires ou de boîtes ou de startups qui sont mis sur l'AGI, qui est une super mission à côté de ça. Nous, on s'est plutôt dit on veut adresser vraiment les tâches pourries qui, on pense, saturent complètement les gens et les boîtes. Vous allez créer des licornes à un employé, c'est ça ? Ouais, exactement. C'est marrant. Enfin, ça c'était dans l'un de mes premiers slide decks d'investisseurs. Ouais. C'était avant que Sam Altman le dise. Et puis, tu as deux, trois personnes qui m'ont dit « Non, tu racontes n'importe quoi », donc je l'ai enlevé, mais c'était « Enabling the first one people unicorn ouais. ». Et c'est vrai. Mais tu as déjà eu cette tendance-là. Tu as quelques mecs, tu vois, Peter Levels, tu vois, c'est un peu les solopreneurs, des gars en fait très avancés d'un point de vue technologique qui font, on va dire, des petites apps. Ils automatisent l'intégralité de tout, mais de manière très poussée, qui sont capables. Lui, je crois qu'il fait $2 millions par an. Il est seul. Et en fait, je pense que ça, pour le coup, c'est probablement c'est l'un des trucs. Donc, tu as la transformation des entreprises existantes, mais tu as aussi, du coup,
comment une personne seule avec des idées, en associant Twin pour ses process, Cursor, Devin pour sa tech, va être capable de faire des produits, de les distribuer, et peut-être pas forcément de faire des unicorns, mais imagine quelqu'un qui est capable très simplement d'adresser une niche du marché de peut-être, je sais pas, 1000 customers qui te donnent 20 € par mois. Ça va te faire une super vie, quoi. Ouais. C'est pas du freelance, quoi. Tu vois, t'as un produit, t'as des clients. Justement, Sam Altman, il disait qu'il avait un groupe WhatsApp avec des potes CEO aussi. Ouais. Et il faisait des paris sur la date à partir de laquelle on commencerait à avoir des licornes à un employé. Ouais. Toi, c'est quoi ton bet là-dessus? L'année? C'est difficile. Si je dis dans trop longtemps, du coup, je risque pas grand-chose. Attends, si on réfléchit, qu'est-ce qu'il faut pour faire une boîte à 1 milliard? Il faut pouvoir faire peut-être 100 millions de revenus. 100 millions de revenus avec une personne, ça veut dire un produit. Ça peut pas être non plus 50 produits, parce qu'il faut quand même que la personne elle supervise la stratégie, qu'elle comprenne ce qui se passe. Tu peux probablement automatiser effectivement le développement, le debugging, le customer support, qui prend quand même la vente, ça dépend. Tu vois, est-ce que c'est un truc consumer qui gros de manière virale? Alors attends, je vais te faire différemment. Tu prends là récemment, tu as des boîtes de 20-30 personnes qui font 100-200 millions d'ARR. Tu prends des boîtes comme Cursor, tu prends des boîtes comme des boîtes de AI SDR, qui automatisent, on va dire. Donc je pense qu'en fait, si tu trouves un bon workflow, assez répétitif, qui est assez profond pour pouvoir faire 100 millions, comme par exemple le SDR, peut-être 3 ans. Tu vois? Mais bon, c'est pas parce que c'est pas que parce que la technologie va permettre de le faire qu'on va y arriver. C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver la bonne idée. Oui. Il faut trouver la bonne idée, il faut trouver le bon workflow, faut quand même un peu de génie pour arriver à un truc comme ça. Mais je pense que le fait de dire ça, c'est surtout pour faire comprendre aux gens que c'est en train d'arriver et que ça change la façon d'opérer, quoi. Merci d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. La prochaine sort la semaine prochaine, donc pour ne pas la rater, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et en attendant, tu peux d'ores et déjà retrouver tous nos contenus qui parlent de tech, startup et intelligence artificielle.